Quand on parle capital humain, on parle souvent de droit et on parle souvent d'argent et on peut y ajouter une petite touche de transformation. Alors régulièrement, je reçois Isabelle Schwab, avocate et ancienne DRH, et Sandrine Dorbs, qui est une spécialiste du sujet des rémunérations et de l'argent dans l'entreprise. Et avec elle, nous décortiquons des sujets qui impactent le capital humain. Bonne écoute. Bonjour Sandrine, bonjour Isabelle. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Alors, c'est notre dernier épisode de l'année et donc on a décidé de le faire en spontané et que chacune d'entre nous choisisse le thème de l'année qui l'a marqué, nous explique pourquoi il l'a marqué, donc le thème RH qui l'a marqué, et ce qui permettra aux autres aussi de donner leur avis et d'intervenir. Qui est la première qui veut nous parler de son thème de l'année 2025 en matière de RH ? Je peux te laisser la priorité. Tu as choisi quoi alors moi, mon thème 2025, vraiment mon fait marquant 2025, c'est, ça ne va pas vous surprendre, la transparence des salaires. Alors, dont tu es une des expertes. Dont je suis une des personnes qui s'intéresse particulièrement au point. Et quand bien même ce sujet vient d'une directive qui date de 2023, on n'en a pas parlé finalement tant que ça depuis 2023. On est quelques-uns, quelques-unes à secouer les bras depuis 2 ans et personne ne nous écoute. Et là, enfin, cette année, le sujet a été pris en main par certaines RH, pas encore, pas par la majorité des entreprises, mais on se met en ordre de marche. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue pro ce qui m'a marqué cette année. Et sur le versant personnel, toujours sur le sujet de la transparence, cette année, moi, j'ai sorti 2 livres sur les politiques de rémunération et sur les transparences, dont le tout premier aux éditions Duno, auquel Isabelle a participé pour donner son regard, son avis d'avocate, qui s'appelle « La rémunération n'est pas qu'une question d'argent ». C'est sûr. Là, on parle vraiment de politique de rémunération et on va s'intéresser à comment est-ce qu'on définit les règles dans l'entreprise, ce qui est primordial pour la directive. Et enfin, un deuxième livre sur la directive, transparence des salaires, guide de survie à l'usage des dirigeants, où là, on va un peu plus loin dans spécifiquement le sujet de la directive. Donc, je suis ravie, moi, que ce sujet soit enfin une vraie place à la fois dans les entreprises, mais aussi un peu dans les médias. Quand bien même, dans les médias, on véhicule beaucoup d'idées reçues et d'idées fausses, au moins on commence à parler de ce sujet qui doit être au cœur des stratégies RH dans les 6 mois à venir et qu'on a mis sous le tapis depuis 2 ans. Alors, une fois que tu nous as dit tout ça, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont nos obligations dans les entreprises en matière de transparence financière ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être transparent et comment ? Alors, on en avait parlé lors de notre épisode spécial. Ouais, ça a été mon mot de l'année. Tu vois, si je devais faire comme sur Spotify, les mots que tu as pu utiliser dans l'année, moi, ce sera clairement transparence. Ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que la directive, elle va obliger les entreprises déjà à expliquer clairement les règles de définition des salaires. Donc, à la fois, comment est-ce qu'on définit le salaire, comment est-ce qu'on définit les niveaux de l'entreprise et comment la rémunération au sens large va évoluer dans le temps. Elle va obliger les entreprises à être plus transparentes au moment du recrutement, en affichant une fourchette de salaire dans les offres d'emploi, en empêchant les entreprises, les recruteurs et les recruteuses de demander aux candidats et aux candidates leur salaire actuel, pour éviter de continuer de perpétuer des écarts de rémunération qu'on aurait eu parce qu'on a commencé dans un secteur qui ne payait pas bien ou qu'on a mal négocié au départ. Elle va obliger je peux plus demander en entretien l'ancien salaire. Non, verboten. Non, verboten. Donc tu peux demander, contrairement à une idée reçue que j'ai vue sur un débat télé, qui n'avait de débat que le nom, parce qu'il n'y avait que des gens autour de la table qui étaient d'accord entre eux et qui se criaient dessus. On va dire, mais pourquoi vous criez-vous dessus ? Vous dites la même chose. Et justement, un dirigeant d'entreprise disait que pour lui, un des effets complètement délétères de cette directive, c'est qu'on ne saurait plus combien veulent les candidats et les candidates. Voilà, ce qui est complètement faux. Tu peux demander à ton candidat ou ta candidate combien ils veulent, mais tu ne peux plus leur demander à combien ils sont aujourd'hui. Et ne plus demander les bulletins de paye. Et alors là, avant que tu lèves les yeux au ciel, pas plus tard que la semaine dernière, moi je discutais avec une DRH qui me disait, sans trembler des genoux, qu'elle demande les bulletins de paye systématiquement aux candidats et aux candidates. Mais nous sommes en 2025, si jamais des gens ont des doutes sur
Et sur donc la là, date d'enregistrement du elle a podcast. plus le droit à partir de quand de faire ça? En théorie, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment le droit de demander les bulletins de paye. Là, D'accord. je notre avocate préférée. Mais en vrai, une fois que la directive elle sera transposée en droit français, on n'aura plus le droit de demander aux candidats et aux candidates leur salaire actuel et encore moins leur bulletin de paye. Et quand tu dis qu'il faudra donner des explications sur le salaire, ça veut dire qu'il va y avoir des notions de grille en fonction du parcours, de l'ancienneté. Mais on va avoir dévoilé les critères au final. Pourquoi est-ce que sur le même poste, Isabelle, elle a 2000 euros de plus que moi? Qu'est-ce qui fait que un collègue, une collègue, alors là, en plus, je prends un mauvais exemple parce qu'on n'est pas censé parler d'individuel. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le salaire de ses collègues. Néanmoins, un salarié, une salariée pourra demander la moyenne des salaires à poste équivalent et poser des questions. La moyenne est à 42, moi je suis à 40, qu'est-ce qu'il explique? Et là, l'entreprise devra expliquer que dans l'échantillon, je suis la personne qui a peut-être le moins d'ancienneté, si tant est que l'ancienneté est un critère dans la politique de rémunération pour cette entreprise, que j'ai celle qui a le moins d'expérience ou de seniorité. Voilà, en tout cas, il va falloir amener des éléments objectifs dans l'explication des écarts. Au-delà de histoire vraie entendue il n'y a pas très longtemps, une RH qui assumait parfaitement qu'une directrice soit bien moins payée qu'un homologue, parce que quand elle a démarré, elle a mal négocié et que et voilà, comme les budgets d'augmentation ne sont pas dingos, au final, l'écart a continué à se creuser. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est pas un argument objectif, c'est une explication. T'as mal négocié au départ. Non, mais ça, c'est des choses que j'ai pu voir. Et que tu peux te trimballer une grande partie de ta carrière si en plus on te demande ton bulletin de salaire pour un nouveau job. Voilà, c'est pour ça en fait qu'on veut arrêter de poser cette question aux candidats, aux candidates. L'idée, c'est vraiment, imaginons que moi j'ai un budget entre 50 et 60 000. On se rencontre et je me dis, Magali, je la mettrais bien à 50, à 53, 55 par rapport aux autres personnes de l'équipe. Et là, pouf, tu me dis que ton salaire actuel, c'est 45. Et là, je me dis, oh là là, si elle a 45 et que je lui propose 50, elle lui fait déjà un beau gap. Je vais me garder de la marge. Donc là, l'idée, ce serait de dire, il y aura plus ce biais de se dire à combien tu es aujourd'hui. Il y aura vraiment quelle est la situation en interne, la situation équitable, et qu'est-ce que toi, tu demandes à côté de ça, quoi. Oui, le terme que tu as dit plusieurs fois, c'est le terme d'objectif. En fait, les critères d'évaluation du poste et de la personne doivent être basés sur l'objectivité et connus à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas de l'objectivité a posteriori. C'est défini. Ça veut dire que dans les fiches de poste, par exemple, les entreprises vont devoir commencer à avoir ces notions de barème et de critères. Alors, je vais être un peu provoque. Les entreprises, elles vont commencer à avoir des fiches de poste. C'est le dernier épisode de l'année. On est fatigué. Mais non, blague à part, il y a beaucoup d'entreprises qui un jour ont fait des fiches de poste et qui ne les ont jamais mises à jour. Et là, on est déjà sur une vision optimiste, parce qu'il y a aussi des entreprises que je croise qui n'ont pas pris le temps de faire des fiches de poste, et l'entreprise a grandi, et il y a de plus en plus de postes, et la RH est sous l'eau et ne prend pas le temps de définir des fiches de poste. C'est là où après, les avocats galèrent un peu quand il n'y a aucun... Tout à fait. Est-ce que notre avocate préférée a déjà vu des cas de litige sur des sujets de transparence financière, de réclamation sur du salaire ou des choses comme ça? Alors, pas encore sur la transparence, mais égalité de traitement, très souvent. Très souvent. Ouais, des demandes en rappel de salaire ou en dommages d'intérêt pour des différences de traitement qui ne sont pas justifiées. Ouais. Et la transparence, elle ressurgit parfois en contentieux quand du coup on est obligé de prouver en produisant des bulletins de paye anonymes de collègues pour montrer que en fait soit ils sont payés la même chose et qu'il n'y a pas de vraie différence, soit de toute façon à l'inverse on les produit pas s'il y a une différence. On essaie de la justifier du coup s'il y a une différence de traitement. Mais oui, c'est des questions qui se posent. Tu viens de prononcer un mot qui est le mot anonyme. Je crois que c'est ton sujet de l'année. Tout à fait, oui. C'est la jurisprudence qui m'a le plus marqué cette année. C'est un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 2025 qui, pour la première fois, a considéré que des témoignages anonymisés était un mode de preuve recevable, y compris quand il n'était pas étayé par d'autres éléments dans le dossier, dès lors que c'est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, et que l'atteinte au principe d'égalité des armes est strictement proportionnée au but poursuivi,
genre en traduction. Oui. En traduction, en fait, aujourd'hui, là, dans ce litige, il y avait un licenciement pour faute grave d'un salarié. L'employeur lui reprochait des propos agressifs qu'il avait tenus à l'encontre de collègues. Il y a eu des menaces, des remarques désobligeantes, des intimidations, des propos violents, enfin, vraiment assez conséquent, en fait. La faute grave était quand même caractérisée. Mais le sujet était celui de la preuve. La preuve donc par des témoignages, parce que dans ces cas-là, il y avait bien sûr pas d'écrit, donc il a fallu demander aux salariés de témoigner. Les salariés étaient intimidés, avaient peur de témoigner de manière ouverte, et donc ils avaient témoigné devant l'huissier, et l'huissier avait ensuite anonymisé les témoignages. Bien sûr, le salarié a contesté son licenciement, et devant le juge, en fait, l'employeur a produit des témoignages anonymisés. Seul le juge, l'huissier et l'employeur connaissaient l'identité des témoins, en fait. Le salarié, lui, le connaissait pas. Et donc, il invoquait le fait qu'il pouvait pas se défendre, parce qu'il savait pas qui était l'auteur des témoignages. Donc, il évoquait, en fait, qu'il y avait une atteinte au principe de l'égalité des armes dans le procès. Voilà. Dans un procès, chacun a droit à un procès équitable, et du coup, une égalité des armes, et surtout un principe du contradictoire. Enfin, il faut pouvoir donner la chance à son contradicteur de contredire. Et là, le salarié considérait qu'il n'avait pas possibilité de contredire. Et pour la première fois, la Cour de cassation a dit, écoutez, les preuves sont quand même recevables. Les témoignages anonymes ici, ils étaient indispensables pour protéger l'intérêt des salariés. Et cet intérêt-là, il est supérieur au principe d'égalité des armes dans un procès. Donc c'est quand même, pour moi, une jurisprudence, en tant qu'avocate, attachée au principe du contradictoire, c'est un arrêt qui m'a beaucoup surpris, en fait. De ne pas avoir la possibilité de se défendre, et qu'on protège, du coup, et c'est bien, hein, c'est nécessaire de protéger l'intérêt des salariés, mais ça place le salarié qui a été licencié dans une posture où il a du mal à se défendre, quand même. Mais si je mets le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire, je suis par exemple un salarié qui se plaint de harcèlement, ça peut être une façon, et c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des attestations de collègues, parce que s'ils sont toujours dans l'entreprise, ils n'ont pas envie de faire l'objet de mesures de rétorsion. C'est-à-dire que si moi, je suis une salariée qui veut me plaindre de harcèlement, je peux demander à des collègues de témoigner, de faire des attestations anonymes. Et si c'est moi qui les demande, est-ce que l'employeur va savoir aussi? Est-ce que cette règle de l'employeur, le juge et l'huissier, elle est systématique? Ou est-ce que si c'est des attestations pour moi salarié, ça va être par exemple l'huissier, le juge, j'en sais rien, et puis un représentant syndical? Ah, ça peut très bien être effectivement tourné côté salarié, c'est-à-dire qu'il y aura un huissier. À ce moment-là, il faudra demander l'intervention d'un huissier. Les collègues témoigneront devant cet huissier, et l'huissier anonymisera les témoignages, et l'employeur aura pas l'information sur les salariés qui ont témoigné. C'est effectivement tout à fait réversible, en fait, et c'est ce qui est révolutionnaire dans cette jurisprudence. Et surtout, ce qui est révolutionnaire, c'est que ici, dans le dossier, il n'y avait aucune autre preuve, en fait. Aucun autre élément de contexte. C'était que ces témoignages. Mais enfin, comme souvent. Alors, non, comme souvent. Non, ça dépend, parce que dans d'autres cas, on peut avoir des mails, on peut avoir des choses comme ça. Mais il y a quand même un certain nombre de cas où l'attestation, elle est quand même très utile. Et moi, pour l'avoir vécu en entreprise, c'est très compliqué de faire une attestation quand soi-même on reste en entreprise pour dire que oui, le manager a eu un comportement qui n'était pas correct, ou c'est compliqué. Donc, je comprends l'inconfort de l'avocate. Par contre, moi, j'ai des cas pratiques en tête où je pense que ça aurait pu changer un peu le côté pot de terre contre pot de fer quand une entreprise décide de se débarrasser de quelqu'un et il met les moyens. Oui, tout à fait. Et puis même côté employeur, c'est quand même favorable. C'est-à-dire qu'on peut prouver la faute d'un salarié avec des témoignages anonymisés en protégeant les effectifs qui restent en poste, et on arrive à prouver l'existence d'une faute grave, et on sauve le licenciement, en fait. Oui. Donc c'est quand même favorable des deux côtés.
Alors moi, mon sujet, c'est un sujet de grande frustration parce que j'ai cru que 2025 serait l'année de la santé mentale, puisque c'est quand même mon sujet, mon métier au quotidien. Donc quand même pour mémoire, 2025, la santé mentale a été proclamée grande cause nationale. Et donc c'est l'idée que ça devient au centre du jeu. Et en mars 2025, le ministère du Travail a rajouté un certain nombre de choses autour de la prévention, du dialogue social, du rôle du CSE. Et avec cette idée que la santé mentale, ça devient un sujet d'organisation en fait. Derrière, moi j'ai travaillé entre autres avec l'Alliance pour la santé mentale qui a mis en place une charte santé mentale au travail avec des axes plutôt assez simples qui sont libérer la parole, instaurer un dialogue QVCT, améliorer l'organisation du travail. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup maintenant, l'organisation du travail et soutenir les salariés. Ça a été plutôt bien signé. Donc, voilà, tout ça, moi, je me suis dit, ça y est, c'est un sujet. Et ce que j'ai constaté au quotidien toute l'année 2025, c'est que à partir du moment où on parle de restrictions budgétaires, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en 2025, ça a été un sujet très central, un des premiers sujets qui est gelé, c'est celui de la santé mentale. Et donc, pour moi, c'est une vraie frustration parce que on voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet. Donc d'abord, les études montrent que quand les salariés vont bien, ils sont plus productifs. Tout ça, c'est indiscutable. C'est-à-dire que la souffrance au travail est vraiment une altération de la qualité du travail. Ça, c'est largement démontré. Et là où moi, je suis frustrée, c'est que il y a des choses qui se mettent en place, mais on voit que c'est toujours de second ordre dans les entreprises. Alors même que à une époque où on veut de l'engagement, de la loyauté, on devrait s'occuper de ces sujets-là en priorité, et qu'aujourd'hui on sait que des organisations qui sont trop floues, des consignes qui sont paradoxales, comme par exemple il va falloir faire avec moins cette année, on va pas remplacer Germaine qui part à la retraite, par contre fais attention au bien-être de tes équipes. On sait que des process qui ont été pensés en haut et pas forcément validés en bas, tous ces éléments concrètement sont des éléments qui altèrent la santé mentale et qui pèsent sur les équipes. Donc travailler sur ces sujets-là, c'est pas si compliqué. Les obligations avec le DURP donnent des obligations très claires en matière de j'identifie les risques et je mets en place des plans d'action. C'est pas la peine, moi je trouve, de lancer des grands trucs, des plans à 5 ans, mais de trouver les 3 irritants majeurs en faisant un questionnaire et en disant cette année on va s'attaquer à l'irritant numéro 1 et de donner de la visibilité aux équipes. Enfin, voilà, j'ai vraiment une frustration, voire même un agacement, parce que commencer coûte pas, c'est pas vrai que ça coûte de l'argent, possiblement ça prend du temps. Mais moi, j'ai la conviction que dans les entreprises, du temps perdu, il y en a beaucoup. Si on compte les réunions, si on compte les mails, si on compte les Teams. Et donc voilà, ma frustration de l'année, c'est j'ai cru qu'on allait y aller. Et mon constat, c'est que à aujourd'hui, globalement, les entreprises sont encore plus dans l'intentionnel. Les lignes à l'OPSI, des webinaires, où on explique des choses et pas forcément des actions concrètes qui nécessiteraient de la co-construction et de la coopération avec les équipes. Donc voilà. Alors pour ceux qui ne voient pas, Sandrine a hoché la tête, donc dodelinée, voilà. Donc je sens qu'elle partage. Donc en fait, quand on fait un peu le résumé de nos 3 sujets, on voit bien que la réglementation et la conformité fait peser de plus en plus d'obligations sur l'entreprise en termes de transparence, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer les choses, en termes sur des dossiers, d'être capable de justifier les comportements. Avec le DURP aussi, donc on voit bien que ces obligations existent, mais que possiblement, et je veux bien votre réponse à toutes les deux là-dessus pour clore cet épisode. Mon sentiment, c'est que les entreprises, alors moi je vais dire largement, et dites-moi ce que vous en pensez, sont encore dans une logique où elles remplissent des formulaires et des documents, et où elles n'ont pas mis en place un processus où le document est un résultat final qui va permettre une amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je partage, on a eu l'occasion d'en parler hors podcast, mais dès que les choses se tendent, dès que le climat se tend, il y a plein de choses qui paraissent
moins importante. Et clairement, la santé mentale, ça en fait partie. Alors, là aussi, en étant un peu provoque, mais je vous rappelle que c'est la fin d'année et qu'on est fatigué, des fois, j'ai le sentiment que ces documents, ils sont faits pour servir de paravent, de se dire, voilà, nous, regardez, on a de bonnes intentions, même si c'est pas suivi des faits. Et dans une table ronde, il y avait une DRH qui disait que pour elle, le vrai... alors, ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais le vrai visage d'une entreprise, tu le vois en temps de crise. C'est pas quand tout va bien, quand il y a de l'argent, quand l'économie va bien, quand le climat social est bon, que tu peux croire, entre guillemets, au message de bienveillance, d'écoute, de solidarité. Et là, vous mettez fill the blank, vous mettez ce que vous voulez. C'est quand l'entreprise va mal, quand le climat est chaud, que tu vois en fait ce en quoi l'entreprise croit vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est un peu cynique, mais je trouvais que c'était assez juste. Je suis assez d'accord. Et toi, Isabelle, ils remplissent ces documents ou ils font du travail de fond? Moi, je vais poursuivre dans le cynisme. Parce que c'est la fin de l'année aussi. Non, mais c'est vrai que je pense, les documents, oui, c'est une obligation. Donc, effectivement, c'est rempli comme une obligation. Et c'est quand les choses vont mal, en fait, quand il y a un risque qui est soulevé par un salarié, que vraiment on agit et qu'on met en œuvre ce qu'on prévoit dans le PAPRI Pacte. Ouais. Ou dans le GRP, Pas facile à dire. Hein. C'est facile à dire, mais moi, ce que je vois chez les clients, c'est que ça bouge surtout quand il y a une dénonciation ou quand il y a... Faut couper. Faut couper ça. Faut pas que ça serve. Hein. Moi, faut couper ça. Pour reprendre ta phrase, donc PAPRI Pacte et du RP, Isabelle, ça sert. Quand je dis que c'était pas facile à dire, je veux dire PAPRI Pacte. Non, PAPRI Pacte, c'est pas facile à dire. Tu vas avoir des coupés aujourd'hui. Ouais, c'est pas facile à dire. Donc, Isabelle, PAPRI Pacte et DURP, ça sert à quelque chose? Alors oui, ça sert en fait à auditer quelque part l'état de la société et l'état à la fois des risques physiques et des risques psychologiques. Ça sert à prendre des engagements si on identifie des risques pour les réduire. Mais effectivement, là où les choses bougent le plus, c'est quand les choses vont mal, en fait. Donc, c'est là où on voit le plus d'action de la part... de réaction, malheureusement. Après, il y a plein d'entreprises qui quand même respectent leurs engagements prévus dans le PAPRI Pacte. Mais je suis assez d'accord avec Sandrine dans le sens où c'est quand les choses vont mal que vraiment on bouge. Que vraiment on peut mettre en cause des pratiques. Voilà. Sinon, on fait le minimum légal, en fait. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Et très bonne fin d'année aussi à toutes les deux et à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs, à nos auditrices l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Très belles vacances, très belle fête de fin d'année. Et belle fête de fin d'année. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.